Alors bonjour à toutes et à tous, bonjour au frère Buffet et bonjour au colonel Roger Hacle. Bonjour. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour nous entretenir sur plusieurs choses, plusieurs points importants qui nous intéressent aujourd'hui, tant au niveau de l'actualité politique et géopolitique, tant sur les faits historiques qui influencent cette réalité actuelle. Alors, vous êtes libanais, Oui, vous êtes maronite, oui, chrétien maronite libanais, vous êtes militaire libanais à la retraite, oui, vous avez quitté l'armée libanaise lorsque vous étiez colonel, oui. et vous avez écrit un livre autobiographique. Oui, enfin, celui-là, je ne l'ai pas publié. Il s'appelle Dieu, le Liban, la France et moi, D'accord. gardé pour mes enfants. Et c'est D'accord. celui qu'on va citer. Mais j'ai écrit un autre livre qui s'appelle Cris d'un chrétien d'Orient, Aux éditions Sigest. aux éditions Sigest en 2004, alors que je l'avais écrit en 2001, D'accord. parce que c'était très difficile de pouvoir le faire publier. Soi-disant parce que, d'après la maison d'édition du CNRS, que j'offrais des solutions aux problèmes israélo-palestiniens. Justement, nous allons y venir parce que votre témoignage offrira aux spectateurs des clés de lecture et des clés de compréhension qui me semblent efficientes quant au problème, pas seulement israélo-palestinien, mais géopolitique proche-oriental. Alors, je vais vous demander de vous présenter brièvement avant d'entrer dans le vif du sujet. Vous êtes donc entré à l'école militaire dans les années 50. 57. D'accord. Je suis allé à l'école militaire libanaise comme officier de marine qui devait venir ici à l'école navale. Et j'ai fait une préparation une année à l'école des ingénieurs de Beyrouth, l'université Saint-Joseph. Et puis je suis venu à l'école navale en 58-60 et la Jeanne d'Arc en 59-61. 60-61, pardon. Alors, on va essayer de rester focalisé sur les années 50 et on va, avant d'entrer sur la question politique intérieure libanaise, essayer de donner une perspective historique, le contexte historique des années 50. Nous sommes après la guerre de 1947 menée par le futur État d'Israël qui se constituera en 1948, après la fin de la Première Guerre mondiale qui a vu le grand découpage du Proche-Orient avec les accords de Sykes-Picot, les accords secrets de 1916 de Sykes-Picot, qui ont vu la création de plusieurs entités étatiques, dont la Syrie, dont la Jordanie et le Liban, dont les frontières ont été tracées par la France et la Grande-Bretagne. Et aussi, ce qui est important, la création officielle à partir de 1919 du foyer national juif qui deviendra, comme je l'ai dit en 1948, l'État d'Israël. Et après la guerre de 1947, il y a eu ce qu'on appelle la Nakba, c'est-à-dire la grande catastrophe. On a vu entre 700 et 750 000 Palestiniens fuir la Palestine et aller. 300 000 d'entre eux sont venus au Liban. Voilà. À ce moment-là, le Liban ne faisait pas plus que 800 000, 1 million d'habitants. Donc c'est beaucoup plus que, comparativement, que le million qui devait venir ici comme migrant et qui a fait tellement peur à l'Europe. À cette époque, comment ont été reçus les Palestiniens par les Libanais? Quelle était votre vision à l'époque des Palestiniens? Des réfugiés, des victimes des Israéliens? Ils étaient des réfugiés, mais il y avait déjà l'idée qu'ils devaient revenir chez eux. D'ailleurs, il y a eu la résolution 194 des Nations Unies qui avait décidé que les Palestiniens devaient revenir chez eux dans leur foyer. Mais ça n'a jamais existé. D'ailleurs, ma mère avait un cousin
François Kayat, qui était palestinien et qui était venu ici en France comme apprendre la médecine et qui a fait la guerre 14-18 avec les Français dans un hôpital. Il est devenu français. Lui et sa famille ont été obligés de quitter bien sûr la Palestine. Ils avaient plein d'immeubles à Tel Aviv et à Haïfa. Ils ne les ont jamais revus. Et ils n'ont pu jamais retourner chez eux. Alors français en plus. Alors à cette époque, oui, d'ailleurs il y a encore des Palestiniens vivant au Liban qui ont toujours les clés de leur maison et d'ailleurs même les clés des portes de Jérusalem. Jusqu'à aujourd'hui, ils espèrent encore y retourner. Alors, et quelle était la vision qu'avaient les Libanais et plus précisément les chrétiens libanais dans les années 50 d'Israël? Comment est-ce que vous perceviez l'État d'Israël à l'époque? En fait, quand on parle de l'État d'Israël à ce moment-là, il ne faut pas oublier que les chrétiens du Liban sont en majorité maronites, c'est pour cela qu'il y a un président libanais, et que les maronites ne sont pas seulement des chrétiens, ils sont une nation. Déjà, ils ont été reconnus par le roi Saint-Louis, français, qui les a appelés nation maronite, et c'était vrai, parce que c'était un peuple qui était venu se réfugier dans les montagnes du Liban, même au temps des empereurs byzantins, à cause des histoires entre les Ariens, les Maronites, etc., etc. Donc il y avait des raisons politiques et le chef de la nation maronite était le patriarche lui-même. Donc c'était un peu comme le sultan, si vous voulez, pour le musulman, le calife. Donc, et depuis, il y a eu des combats entre les maronites et les arabes qui étaient venus en Syrie. Et ces combats se sont transformés en d'autres combats, et puis il y a eu des accords, puis les croisés sont venus, qui se sont réunis avec les maronites au moment où les croisés ont été chassés. Et on a encore des familles dont les noms sont des noms français croisés. On a par exemple les Namour, qui sont les descendants des ducs de Nemours. On a les comtes de Toulouse, princes de Tripoli, et nous avons ici une dame qui descend des princes. Et d'ailleurs en arabe, le P n'existe pas. Et pourtant, ils s'appellent princes et ils sont libanais. Et voilà, et le Liban avait une langue, les maronites avaient la langue araméenne. Leur langue, leur culture, leur religion, leur nation. Qui était la langue, c'était la langue du Christ aussi. Et que parlent encore aujourd'hui certains Syriens d'un tout petit village que j'ai d'ailleurs visité, dont j'ai oublié le nom. Oh, il doit y avoir l'église syriaque, il y a les Chaldéens aussi. D'ailleurs, moi, mes grands-parents chaldéens ont fui la Turquie, Diyarbakir, c'est les Tamraz. Et ces jours-ci, ma femme m'a montré 5 noms Tamraz qui ont été libérés par les gens de Daesh derrière moi. Je me demande pourquoi il est devenu si gentil maintenant, Daesh. Et voilà, donc nous étions dans les années 50, nous sentions, surtout avec la création de la République arabe unie, nous nous sentions vraiment entourés, assiégés, d'un côté par les Israéliens, de l'autre par cette République arabe unie, qui avait pris toute la Syrie et le Yémen à ce moment-là. Et si nous ajoutons les médias, la propagande de nos alliés, en principe en premier de la France et aussi les Américains, nous étions complètement apeurés
de cette attaque arabe qui nous envahissait et alors, on n'avait plus qu'Israël vers lequel nous tourner. Et on y pensait à ce moment-là, surtout qu'en 1958, on a eu une première révolte sunnite palestinienne contre le gouvernement libanais et que nous avons prise comme une trahison de leurs paroles données, puisqu'on avait fait une constitution par accord où on avait un président de la République maronite, on avait un premier ministre sunnite, etc. Il y avait un partage du pouvoir qu'ils ont voulu complètement changer en se croyant plus forts. Alors c'est intéressant, ça va me permettre de faire un focus sur cette période, parce qu'il y a un document qui va nous permettre de comprendre la fin des années 50 et ensuite la guerre civile au Liban dans les années 70. C'est un document, donc une lettre écrite par Ben Gurion, c'est-à-dire l'ancien Premier ministre israélien, en 1954, qui n'était plus Premier ministre à ce moment-là, mais qui avait été consulté par le gouvernement israélien sur la question libanaise. Et il envoie donc à cette époque, en 1954, dans une lettre au Premier ministre, des éléments, un projet, une stratégie concernant le Liban. Il écrivait qu'il fallait créer un État libanais, un État chrétien au Liban qui serait allié d'Israël pour l'opposer à la minorité ou majorité, parce qu'à cette époque-là, Ben Gurion n'était pas sûr du nombre exact des musulmans, mais il disait qu'il fallait créer cet État et qu'il fallait investir des masses considérables de dollars, qu'il ne fallait pas lésiner sur les moyens, pour créer cet État via, comme il le dit, une guerre civile. Donc déjà en 1954, Ben Gurion, l'ancien Premier ministre israélien, avait pour projet de mettre en place les conditions d'une guerre civile qui résulterait de la création d'un État chrétien au Liban, allié d'Israël. Et on peut se poser la question sur cette agitation de certains Palestiniens au Liban dans la perspective de ce plan. Est-ce que les gens, ce qu'on appellera l'OLP au Liban, n'étaient pas indirectement pilotés par les Israéliens? Il n'était pas le seul, nous étions aussi pilotés par les Israéliens, par l'intermédiaire des Américains et de la France. Quand vous dites nous, c'est les chrétiens maronites. Les chrétiens maronites. En fait, si tu veux, c'est un problème qui a été créé justement parce que déjà, les Israéliens, tu as parlé de Ben Gurion, déjà Ben Gurion avait écrit en 1937, oui, avant la création de l'État d'Israël, avait écrit à son fils qu'il voulait prendre n'importe quel morceau de la Palestine pour qu'ensuite s'entendre avec les Arabes et s'agrandir, et s'agrandir, et s'agrandir jusqu'à prendre toute la Palestine. Alors ça, c'est vrai que je l'ai rapporté aussi dans mon ouvrage, mais pour aller encore plus loin, le foyer national juif, dès le début des années 1920, avait pour but de conquérir et d'occuper le sud Liban, notamment pour des questions hydrauliques et stratégiques. Oui, et justement, les réfugiés palestiniens en colère, excités, et qui étaient déjà en colère à leur sortie et qui sentaient une sorte d'injustice. Il n'y a pas pire que l'idée qu'on a été brimé, qu'on a été opprimé, qu'on a perdu tous ses droits sur ses maisons, sur sa terre, sur tout, sur sa famille même. Eh bien, c'est très facile d'utiliser des chefs qui les excitent contre ceux qui les ont accueillis. Et justement aussi, quand on parle d'Israël, on peut parler aussi d'Arabie Saoudite. On peut parler d'argent. On peut parler, quand on parle de l'islam sunnite,
on peut parler aussi des wahhabites. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui l'islam sunnite, ce n'est pas l'islam sunnite, Ce n'est plus l'islam sunnite. C'est le wahhabisme. Alors ce que vous dites nous amène directement dans les années 70, parce que là, ce dont vous êtes en train de parler, ce sont les prémices de la guerre civile qui va éclater à partir de 1975 au Liban. Donc, nous y voilà. Quelles sont les prémices de la guerre civile entre 1970 et 1975? C'est-à-dire comment est-ce que les Saoudiens, les pétromonarchies wahhabites, l'Arabie Saoudite et le Qatar, mais aussi les États-Unis, ont contribué à faire éclater la guerre civile? Sur qui ils se sont appuyés, quelles forces? En fait, il y avait en 1970, comme nous avons parlé, les camps palestiniens qui étaient devenus beaucoup plus grands. Il y avait déjà l'élection d'un président de la République qui avait remplacé le président de la République Amin Gemayel, et c'était l'élection du président de la République Hraoui, qui était la venue à ce moment-là de Hariri pour devenir Premier ministre. Hariri qui est un Libanais sunnite et qui est un homme des Wahhabites, de l'Arabie Saoudite, et qui a fait sa fortune en Arabie Saoudite. Et qui a fait sa fortune en Arabie Saoudite. Disons qu'à ce moment-là, nous pouvons parler de la proposition faite par Henry Kissinger en 1973 à Hafez al-Assad. Et après cette proposition, Kissinger, en quittant Hafez al-Assad, on n'a pas su vraiment qu'est-ce qui s'est dit vraiment en secret, mais en le quittant, il a dit c'est le Bismarck du Moyen-Orient. Bismarck du Moyen-Orient, c'était un très grand compliment venant de Kissinger qui était aussi allemand. Qui est juif allemand. Juif allemand. Et justement, en même temps, en 1973, les juifs libanais, qui étaient, disons, une communauté avec tous les droits de toutes les communautés libanaises, qui étaient riches, qui étaient bien, qui avaient leur place au Liban, ont commencé à vendre leurs biens et à s'en aller. Il faut bien dire que là, on est en 1973, la communauté juive du Liban quitte le Liban 2 ans avant. 2 ans avant. 2 ans avant la guerre, le début de la guerre civile. Et au début de la guerre civile, il n'y avait plus de juifs au Liban. C'était déjà parti. Nous ne ferons pas le parallèle avec le World Trade Center. Et en ce moment-là, les gens commencent à se demander. Moi, j'étais à ce moment-là déjà marié avec mon épouse arménienne qui était venue d'Alexandrie et qui avait fui. Alexandrie était venue au Liban pour pouvoir émigrer aux États-Unis. Il n'y avait plus de consulat américain en Égypte. Et ils sont venus ici et justement, ses parents étaient déjà partis en Amérique, on s'est mariés en 67, et ils étaient venus et ils étaient invités chez un Arménien, joaillier comme mon beau-père, en me disant viens avec nous parce qu'il parle politique et ça t'intéressera. Et ce monsieur, en parlant politique, nous dit après Chypre, ce sera le tour du Liban. Alors moi je me suis mis à rire, je dis mais enfin, nous sommes vraiment, c'est la merveille des merveilles, le Liban, nous les Maronites on gouverne ici. Et puis ça en quelle année? C'était en 74. D'accord, donc 1 an avant le début de la guerre. Un an avant la guerre. Et c'était impossible, et dans la discussion, il m'explique, il me dit, les Américains ne pouvons pas battre l'Union soviétique par la guerre parce qu'il y a l'équilibre nucléaire, ils veulent la détruire de l'intérieur. Et quoi de mieux que de créer des guerres confessionnelles un peu partout au Moyen-Orient jusqu'à arriver aux frontières de l'Union soviétique. Et qu'est-ce qu'il y a de mieux qu'un Liban
avec 18 communautés religieuses. Il faut les faire s'entretuer. Bien sûr, je n'ai pas cru. Et c'est à ce moment-là que ma femme a commencé à avoir ses genoux qui ont gonflé. On a tout essayé pour la guérir, impossible à la fois. Et elle criait, il va arriver au Liban comme il est arrivé en Égypte, on va être forcé de nous enfuir, on va faire ceci, on va faire cela, je veux aller chez mes parents, je veux rentrer en Amérique. Moi, je n'avais rien compris, mais à la fin, j'ai dit, bon, très bien, écoute, tu veux partir, qu'on s'en aille. On n'arrivait pas à la guérir, ses genoux étaient comme ça, elle avait gonflé à cause de cortisone. Et je démissionne. Heureusement, mon copain d'enfance, Émile Lahoud, était chez le général Ghanem qui commandait, et ce monsieur général Ghanem me dit, écoute, enfin, je le dis comme ça directement, écoute Roger, on a une place à l'ambassade comme assistant de l'attaché des forces armées, à l'ambassade des États-Unis. Tu veux aller aux États-Unis, va prendre 2 ans. Et si tu veux encore rester là-bas, tu peux démissionner de là-bas. Et c'est comme ça que nous nous sommes trouvés en route pour les États-Unis. Un petit mot sur la maladie de ma femme. Arrivé aux États-Unis, à Washington, il n'y avait plus rien dans les genoux. Je l'amène au Walter Reed Hospital, au moins pour examen, pour savoir ce qui s'est passé. Ils ont dit, elle n'a rien, elle n'a jamais rien eu de sa vie. Alors je lui ai dit, mais enfin, c'est pas une blague. Il a dit, oui, mais il y a des personnes qui sont comme ça, comme certains animaux qui peuvent voir qu'il y aura un incendie, qui peuvent sentir, et elle a senti, et depuis, quand elle commence à crier et que je trouve irraisonnable ce qu'elle crie, quand même, j'écoute pour savoir si vraiment elle n'a pas senti quelque chose. Alors là, vous arrivez aux États-Unis en 74-75, lorsque la guerre civile éclate. Alors maintenant, ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous nous parliez du rôle des Américains, notamment la CIA, dans la guerre civile. Comment se fait-il que durant cette guerre civile, la CIA refuse, donc le gouvernement américain refuse de livrer des armes au gouvernement légitime libanais, mais en parallèle envoie des armes aux différentes milices, dont la milice qu'on appelle les phalanges, des chrétiens extrémistes qui vont pousser, pas pousser, mais contribuer à l'éclatement de la guerre civile. Oui, en fait, juste arrivé aux États-Unis, je reçois la visite du cousin du père de Terry, qui était le chef des Tachnaks arméniens en Amérique à ce moment-là, le porte-parole, disons. Il est venu chez nous et il m'a dit, écoute Roger, nous les Arméniens, on a déjà eu assez de problèmes, maintenant on va avoir des problèmes au Liban, qu'est-ce qu'on peut faire? J'ai dit, vos problèmes sont nos problèmes et je suis toujours prêt à discuter avec vous du problème des Arméniens et du problème des chrétiens en général du Liban, quand vous voulez. Il a dit OK, et jusqu'à maintenant, j'attends sa visite à nouveau. À ce moment-là aussi, arrive Sarkis Soronolian, un monsieur que le cousin de Terry en Égypte, qu'il avait visité en Égypte, avait dit à ma femme qu'il faut que je le rencontre parce que tout ce qu'il raconte, il a eu peur, lui, et que moi, ça m'intéresserait. En fait, Sarkis Soronolian vendait des armes américaines, dont les fusils M16 au Liban, et il nous a raconté à ce moment-là qu'il avait été le garde-corps du président Camille Chamoun et qu'il avait rencontré la fille de l'attaché, d'un détaché, je crois, l'attaché de la marine américaine au Liban. Et cet attaché est devenu très important et Sarkis Soronolian, quand la guerre a commencé, est retourné aux États-Unis et là-bas, il s'occupait de transporter les armes de la CIA.
comment je l'ai su? Il est venu nous visiter et il m'a dit, Roger, tu dois rester maintenant, tu dois presque démissionner de l'armée parce que c'est fini, la guerre du Liban va durer au moins 10 ans. Et après, on nous a dit au moins 20 ans. Je lui ai dit, mais enfin, écoute, Sarkis, au moins 10 ans, que rester ici, mais en tant que Levantin, mais les Levantins au Liban et dans les autres, surtout dans les pays arabes où il n'y a pas de gouvernement chrétien, ce qui les intéressait, c'est surtout d'avoir une jolie maison. Donc tu vois les meubles ici, c'est un peu ce qui reste de ce que nous avions des meubles de ses parents quand ils sont venus d'Égypte. Et je lui ai dit, regarde, on a tous les meubles là-bas gardés au Liban, comment veux-tu que nous restions ici? Il a dit, moi, j'ai des avions qui transportent des armes au Liban, aux milices chrétiennes. Ils reviennent vides du Liban, je pourrais transporter tes meubles. Je lui ai dit, laisse-moi réfléchir à la question, et il s'en va. Et en réfléchissant à la question, nous commençons à voir que dans les médias américains, les chrétiens du Liban, qui étaient les alliés et aidés par mon ami Sarkis pour combattre les Palestiniens et les sunnites du Liban, ces chrétiens du Liban sont des privilégiés, des minoritaires privilégiés qui veulent chasser les Palestiniens de chez eux. Et où ces pauvres Palestiniens vont-ils partir? En fait, on ne voulait pas les chasser. Tout ce qu'on voulait, c'était qu'ils arrêtent de jeter quelques roquettes à Israël, permettant à Israël de bombarder nos villages, dont les villages du sud Liban, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que la guerre a commencé. Alors, est-ce que vous pouvez nous apporter des précisions sur... donc là, on a parlé des armes qui arrivaient entre les mains des phalanges, mais les armes qui étaient destinées aux Palestiniens, mais aux sunnites, qui étaient partie prenante dans la guerre civile. D'où elles venaient? Est-ce qu'il n'y avait pas un lien entre les deux? Alors, là, je ne peux pas vraiment dire, parce que quand même, la Syrie à ce moment-là a été gouvernée par le père Assad, et je crois que les armes palestiniennes, ça c'est une opinion personnelle, venaient par l'intermédiaire des Arabes. Par l'intermédiaire de l'Arabie Saoudite, là je peux être sûr maintenant, et peut-être aussi par l'intermédiaire du gouvernement syrien, qui était dirigé par Hafez al-Assad, mais il ne faut pas oublier que Hafez al-Assad était était un patriote syrien, et que les patriotes syriens ont appris que le Liban fait partie de la Syrie. Donc pour lui, peut-être l'entente avec Kissinger était de pouvoir entrer au Liban, protéger le Liban et peut-être un jour faire l'union de la République arabe unie avec le Liban, ou de la Syrie avec le Liban. Parce que la République arabe unie, c'était fini. Est-ce que le chef des phalanges à l'époque n'envoyait pas, c'est une question malicieuse, n'envoyait pas des armes pas le chef des phalanges, mais un autre chef, dont j'ai déjà cité le nom, mais que je ne voudrais pas répéter. Ça, c'est quand je suis revenu des États-Unis au Liban, mon frère m'a fait rencontrer le chef comment on appelle ça, le chef des tigres, de la milice des tigres qui gouvernaient Ain el-Rumani. Et plus tard, quand j'ai été désigné comme officier à la force de dissuasion arabe, c'est-à-dire la force syrienne en fait, ce monsieur me téléphone
à un moment où les Syriens étaient rentrés aider les chrétiens, donc ils étaient au sommet. Ils pouvaient dire qu'ils allaient gouverner le Liban. Donc ce monsieur qui est un des chefs de l'État. Il me dit, viens s'il te plaît, j'étais à ce moment-là le commandant de l'aéroport de Beyrouth, viens s'il te plaît, je dois voyager au Canada et j'ai peur de passer chez vous et je vais le chercher. Une fois que je l'ai cherché et que j'allais le mettre dans l'avion, je lui ai dit, mais pourquoi tu t'en vas? Vous êtes maintenant les chefs dans ce pays. Il a dit, moi j'ai peur, même chez moi, parce qu'à un certain moment, nous avons reçu l'ordre de remplir un camion de munitions et de le faire passer aux Palestiniens. Alors le chauffeur du camion a dit, mais comment on va faire ça? Il a refusé. Donc là, c'est un phalange qui vous dit que... Pas phalange, mais les nounours, les tigres. D'accord, donc les tigres qui sont les tigres de Chamoun, qui avait été président de la République. Bon. Alors, on lui a dit à ce chauffeur, et moi j'en étais le chef, c'est un ordre, pas de discussion. Il a refusé l'ordre. Plus tard, il a été assassiné, on ne sait pas par qui. Donc, alors moi, j'ai peur qu'on m'assassine aussi. Mais la guerre civile est terminée, donc je pense qu'il n'y a plus rien à craindre. Non, maintenant, il est au Canada et il vit très bien. Il a pris le journal de son père. Et ce monsieur, justement, qui combattait les Palestiniens, leur envoie des armes. Donc pour continuer à alimenter la guerre civile. Et ce monsieur est connu pour avoir été un grand agent de l'Intelligence Service et ensuite de la CIA. Et qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? C'est quelque chose d'inimaginable. À un certain moment aussi, quand j'étais à la force de dissuasion arabe, après l'aéroport, ou avant l'aéroport, j'étais sur le port de Beyrouth. Et je passais mon temps à ramasser les gens des deux côtés de Beyrouth Ouest et de Beyrouth Est. Mais quand il y avait une trêve, ces gens-là, les deux ennemis, se mettaient à jouer sur la ligne de démarcation, qui était une avenue. Ils jouaient au football, faisaient des matchs de football, après avoir fait des matchs de bataille. Donc là, on a fait un peu le tour de la guerre civile, l'origine de la guerre civile, qu'il faut toujours remettre dans cette perspective sioniste israélienne, parce que on l'a dit, Ben Gourion l'a écrit en 1954, en 1937, il y a eu déjà les plans des sionistes dans le début des années 20 pour occuper le sud-Liban. Et donc c'est à ce moment-là, alors ce qu'il faut préciser, c'est que avant la guerre civile, avant que vous alliez aux États-Unis, vous étiez plutôt favorable, vous et d'autres, à l'État d'Israël. Vous étiez plutôt pro-israélien. Et cette guerre civile, ou plutôt votre expérience aux États-Unis, ce que vous avez découvert, vous avez fait basculer. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui. Dans quel sens vous avez basculé? En fait, quand j'ai vu tout cela, et il n'y a pas eu que cela, j'ai basculé aussi, même aux États-Unis. Je me suis rappelé quelque chose d'inimaginable. Parfois, c'est vrai qu'il y a une main de Dieu, on ne peut pas imaginer. Je suis parti, bien sûr, à Washington. Il y a une église maronite où j'allais à cette église je me suis heurté à tous ceux qui dirigeaient l'église parce que ils voulaient aider plutôt les Palestiniens. Et à un certain moment, ils ont voulu demander de l'argent, dans les 300 000, 400 000 dollars, pour faire un centre arabo-américain. Alors moi, je me suis énervé. Comment arabo-américain? Tous les gens qui émigraient du Liban nouvellement étaient comme moi, et tous ceux américains qui étaient américains déjà de plusieurs générations avaient passé de l'autre côté. Alors moi, je n'ai pas payé, et c'est à ce moment-là que l'un d'eux, quand on était en train de prendre le café,
me demande, monsieur, pourquoi vous n'avez pas payé? J'ai dit non. Il a dit, mais qu'est-ce que vous faites encore ici? Moi, l'attaché militaire. Je lui ai dit, qu'est-ce que je fais encore ici? Et ma voix, vous voyez, j'ai une voix de stentor, a commencé à augmenter. J'étais très énervé. J'ai dit, oui, bien sûr, vous avez raison. Qu'est-ce que je fais ici? Moi, je suis un attaché libanais et vous êtes tous contre le Liban. Je suis un maronite et vous êtes contre les maronites privilégiés. Qu'est-ce que je fais ici? Si je veux aller à la messe, je peux aller à toute église catholique à côté de chez moi. Qu'est-ce que je fais ici? Au revoir. Alors on me court après, mais c'était resté et vraiment j'étais énervé. Mais c'était beaucoup plus que ça, parce que une nuit, et là c'est très important, une nuit, je me mets à rêver que je faisais un discours aux Américains. Un discours en anglais, quand même. Moi, je suis français, enfin disons, toute mon éducation est française. Et ce discours en américain, je me réveille à 4 heures du matin, tout est dans ma tête. Tout. Et je me mets à écrire jusqu'à 8 heures du matin, et je le donne au fils du général Ghanem qui m'imprimait et qui était là-bas, qui était un étudiant. Il a imprimé 15 pages en anglais. Et je l'ai passé aux associations maronites, etc. Et ceux qui sont responsables, ils ont dit c'est trop long, c'est très excellent, mais ils n'ont jamais voulu le. Heureusement, dans notre immeuble, il y avait un certain monsieur Witherspoon qui connaissait le responsable du Liban au State Department. Et il le lui fait passer. Alors ce monsieur me donne rendez-vous et nous passons 2 heures chez lui à nous bagarrer. À la fin, je lui dis, écoutez, faites pour le Liban nous bagarrer parce que nous sommes toujours les privilégiés et les Palestiniens sont les gentils. Et je lui ai dit, donnez-nous la constitution que vous voulez au Liban à 2 conditions. Il a dit, quelles sont les 2 conditions? Je lui ai dit, des droits égaux et la liberté pour toutes les communautés au Liban. Il a dit, ça c'est impossible. Equal rights and democracy. Et démocratie. Droits égaux et démocratie. Alors, tu vois, et justement, à un certain moment, le général commandant les forces armées au Liban nous dit qu'il n'a plus de munitions de 155 et qu'il voudrait qu'on lui achète des munitions de 155 mm en Amérique. Alors, je contacte les responsables américains, ils disent qu'ils ne peuvent pas nous les donner parce que qui vous dit que cette dépêche vient du général? Ok, alors moi je pense en mon ami Sarkis, Sorgonolian, qui pouvait envoyer, et parfois envoyer en faisant signer un papier à un pays induce, à un pays reconnu, qu'on peut lui envoyer des armes pour les envoyer dans un pays non reconnu comme le Liban et la milice libanaise. Alors je lui ai dit, voilà l'histoire, tu ne peux pas faire quelque chose pour nous. Il m'a dit, donne-moi 2 semaines. Je lui donne 2 semaines, il téléphone de nouveau, et il dit, je ne peux pas donner des armes à l'armée libanaise. Je lui ai dit, mais enfin, tu envoies à toutes les milices, tu ne peux pas donner à l'armée? Il a dit, non, je ne peux pas, c'est défendu. Je lui ai dit, mais enfin, trouve un pays d'Afrique où tu mets un dius et tu nous l'amènes au Liban. Il a dit, je ne peux pas, on me tue. Donc on le tuerait. Donc le but était de maintenir l'état de guerre civile au Liban en armant les milices et sans armer l'État
libanais qui pourraient mettre un terme à la guerre civile. Et à tel point qu'on avait aidé tous les, tous les officiers qui le voulaient à entrer dans les milices tout en restant dans l'armée. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et justement, le jour où j'ai reçu une dépêche du Liban pour retourner au Liban, et que j'étais en train de retourner au Liban, j'avais mis ma femme, je l'avais accompagnée à Miami, et je revenais en avion qui passait à ce moment-là par New York. Là, je rencontre Sarkis Roularian à New York, dans l'aéroport. Il me dit, mais où tu vas? Je dis, je rentre au Liban, j'ai reçu un ordre de rentrer, je rentre. Il me dit, mais qui obéit encore aux ordres au Liban? Je lui ai dit, moi j'obéis aux ordres. Alors, il me dit, viens avec moi. Il m'emmène au VIP room, une énorme chambre extraordinaire qui faisait 15 mètres entre la porte et le coin où étaient assis deux personnages, disons. Et de la porte, il crie en disant, Jules, Jules, regarde, Roger, il dit que lui, il obéit aux ordres. Ils attendirent qu'on arrive jusqu'à eux, et ce Jules, c'était le général Jules Boustani, chef du second bureau libanais. Chrétien, bien sûr, et très chrétien, le chef du second bureau maronite. Il me dit, Roger, mais qui obéit encore aux ordres? On était, je crois, au retour de, c'était 76. D'accord. Je passe chez, je trouve un poste comme directeur de cabinet du ministre de la Défense, où je me heurte à la fois au chef du second bureau qui était Johnny Abdo et au général Victor Khouri qui était le commandant de l'armée libanaise et qui ont continué à jouer sur les deux bords. Je ne sais pas à quoi ils jouaient, mais ils avaient créé la guerre entre l'armée libanaise, à un certain moment, des combats entre l'armée libanaise et les troupes syriennes qui étaient venues là. Et ce qui a déclenché les combats avec les chrétiens, les milices chrétiennes au Liban. Donc, ils étaient rentrés pour aider les chrétiens, et puis ils sont devenus, peut-être qu'ils voulaient contrôler le Liban, comme le voulaient les Américains, ou comme leur entend. Mais ça n'a pas marché. Ils ont tapé les Palestiniens, et à ce moment-là, ils ont commencé à taper les chrétiens jusqu'à l'élection de Béchir Gemayel. Avec les troupes syriennes, bien sûr, état-major du président de la République. Et comme j'attaquais Victor Khouri et Johnny Abdo, très fort, ils m'ont permis, ou ils ont fait en sorte que je sois premier au concours pour l'école de guerre, et je suis venu faire l'école de guerre en France. C'était un moment où je me suis un peu reposé, et au retour au Liban, on m'a mis de côté, on a voulu m'envoyer au sud, alors qu'il y avait l'armée du Liban arabe qui était sur le chemin, et alors j'ai refusé les ordres s'ils ne me donnaient pas un ordre écrit, parce qu'ils n'ont pas le droit de me donner, de passer de passer et de donner mes papiers à des rebelles, l'armée du Liban arabe. Et justement, après, ils m'ont mis de côté. Et ce fut à ce moment-là que Béchir Gemayel m'envoie quelqu'un pour me dire, si tu veux, viens commander la marine des Phalanges, qui était au moins 10 fois plus puissante que la marine libanaise, qui n'avait que des vedettes, etc. Et j'ai refusé, malgré le fait qu'on avait tous les avantages, même on pouvait avancer très vite dans l'armée, on pouvait avoir des avantages. Je pouvais passer de la région ouest
qui était gouverné par les sunnites à la région Est, parmi mes gens. Mais j'ai refusé, je ne pouvais pas accepter en tant que soldat. Et tout le monde s'est moqué de moi, bien sûr. J'étais un fou. Heureusement, c'était heureux pour moi parce que quand les Israéliens attaquèrent le Liban en 1982, en 1982 et occupèrent aussi les régions est du Liban, Béchir Gemayel avait réuni tous ces seconds, dont j'aurais fait partie, et à ce moment-là, il y a eu une bombe piégée qui a fait sauter tout le monde, dont un de mes camarades de l'école, Roger Chemali, qui était un camarade et ami. Et moi, j'aurais été dedans. Mais on dit que Dieu parfois protège les gens, protège les fous. Alors on est en 1982, donc Israël envahit le Liban. Et lorsqu'on voit le déroulement de la guerre civile, l'implication de la CIA, on a plus que l'impression que déjà à l'époque, la CIA était en train d'appliquer un plan israélien qui était ancien, on l'a dit, qui a été mis par écrit déjà par Ben Gourion bien avant, dans les années 50, en 1954 et précédemment. Donc on voit déjà l'implication des États-Unis dans les affaires proche-orientales, dans une perspective de plan israélien. En 1982, donc les Israéliens envahissent le sud Liban comme une sorte de conclusion après avoir affaibli le Liban de l'intérieur en utilisant les Américains, parce qu'il faut le dire, le lobby pro-israélien déjà à l'époque était très impliqué dans la politique étrangère américaine, hein, déjà dans les années 70. Et là donc les Israéliens pénètrent au sud Liban, et c'est dans les années 80, d'ailleurs en 1982, ce qui est intéressant, c'est que c'est la même année, donc l'année de l'occupation, de la guerre, c'est cette année que le ministère des Affaires étrangères israélien établit le plan qu'on appelle le plan Oded-Yinon, rédigé par un haut fonctionnaire dont le surnom est Oded-Yinon, de partition de tout le monde musulman, du Maroc jusqu'au Pakistan. Et il parlait très bien dans ce plan-là d'opposer dans les régions où c'était possible, en Syrie, au Liban, en Égypte, d'opposer chrétiens et musulmans. Et c'est donc dans les années 80 qu'un mouvement très intéressant va émerger dans ce contexte de guerre civile et de guerre israélo-libanaise, le parti politique, le parti du Hezbollah. Le parti du Hezbollah. Qu'on préfère appeler résistance, nous, chez nous au Liban. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Alors, disons qu'en 82, ils étaient à Beyrouth. Et les Américains, peut-être par entendre entre Kissinger et Hafiz al-Assad, ont pensé qu'il fallait que les Israéliens reculent jusqu'au Litanie. Et c'est comme ça qu'ils ont créé la multinationale des troupes américaines, françaises, italiennes et anglaises. Et c'est à ce moment-là que moi j'avais été désigné dans cette multinationale. En plus de ma charge de second de la marine, on m'a envoyé comme chef du bureau de liaison avec les Américains. Et mon poste était au milieu de l'armée, enfin du bataillon américain, des forces américaines à Beyrouth. Et c'est à ce moment-là qu'un de mes camarades qui était mon second, Hicham Jaber, passant au second bureau, revient chez nous et me dit que comme ils avaient demandé aux officiers de démissionner parce que le commandement n'était plus une pyramide mais un carré, et qu'il y avait plein d'officiers chrétiens qui étaient là, et que moi j'avais une indemnité d'ingénieur,
il a dit, mais tu vas avoir le poste, disons le grade au-dessus, et en plus, tu vas avoir tes indemnités d'ingénieur. Donc, si tu veux, pourquoi tu ne démissionnes pas? Comme ma femme a risqué, ma famille a risqué plusieurs fois de se faire sauter par une voiture piégée, et qu'on me regardait à l'envers à la maison déjà, et qu'on me regardait à l'envers au commandement de l'armée, et comme ils disaient qu'ils ont le droit de mettre dehors à ce moment-là, sans indemnité d'ingénieur, etc., les gens sans grade au-dessus, les gens qui ne veulent pas, et qu'ils pouvaient garder les gens qu'ils veulent, même s'ils ont démissionné. J'ai dit, bon, moi, je n'ai pas besoin d'eux, je n'ai pas besoin de l'armée pour vivre, je peux toujours trouver un travail, je présente ma démission, et j'ai présenté ma démission. Et c'est comme ça que je suis parti ensuite à Chypre, parce que, après avoir travaillé au Liban pendant quelques mois, j'ai vu que ce que j'avais prévu était arrivé et que c'était déjà à nouveau la guerre civile et qu'il voulait rappeler les officiers qui avaient démissionné. Alors moi j'ai dit, je ne vais pas leur enlever les marrons du feu. Je suis parti à Chypre, d'où mon cousin Roger Tamras me fait appeler pour diriger les compagnies d'ITRA en France et en Europe, en Italie, un peu partout. Et c'est là que j'ai remarqué, en vivant avec Roger Tamras, qu'il rachetait toutes les banques qui tombaient en faillite. Qui les rachetait? Roger Tamras. D'accord. Avec Roger Intra, Tamras, et quand la Banque centrale lui interdisait d'utiliser Intra, il trouvait un moyen de fonder une nouvelle société pour les racheter par cette nouvelle société. Pour que, et il l'a dit, pour que les actions de ces banques ne tombent pas entre les mains des gens du Golfe et des Saoudiens. Ça n'a pas beaucoup marché parce qu'à la fin, on l'a kidnappé et on a ruiné toutes ces banques. Et puis quand tout fut fini, on l'a libéré. C'était prêt pour préparer la venue de Rafik Hariri en 1990. L'homme des Saoudiens. Ouais. Qui allait endetter le Liban. Maintenant, les dettes, c'est 110 milliards de dollars, plus que la Grèce. Et ce Rafik Hariri qui va mourir dans un attentat, dans une voiture piégée en 2005. Et c'est en 2005 que l'on accusera la Syrie d'avoir commis... La Syrie et le Hezbollah. En fait, justement, nous revenons à votre question pour le Hezbollah. Donc, le Hezbollah est fondé en 1985. Et en fait, à mon arrivée à Paris, j'entends que le Hezbollah est accusé, alors qu'il n'avait pas été créé, mais justement après ceux qui ont été accusés ont fait le Hezbollah, d'avoir envoyé un camion piégé au centre des troupes américaines et au centre des troupes françaises. Au centre des troupes américaines, comme je me suis trouvé forcé de dormir là-bas avec eux parce que je trouvais qu'il y avait des problèmes entre les Américains et la population, j'aurais été tué aussi si je n'avais pas démissionné. Alors les croyants diront que c'est la main de Dieu, et j'en fais partie. Les autres diront que c'est une coïncidence. En tout cas, les Américains, pour se venger des terroristes, ils bombardent avec les gros canons de leur cuirassé New Jersey la région du Chouf. Seulement, ces obus qu'ils ont lancés étaient inertes. Ils n'explosaient pas, alors que chaque obus aurait détruit 1 km², tout ce qui vit. Des insectes
jusqu'aux hommes, jusqu'aux éléphants, jusqu'aux arbres, tout ce qui vit aurait été détruit par ces obus, mais c'était des obus inertes, et les Libanais ne sont pas si idiots que ça. Ils ont appelé le New Jersey, New Jorsa. Jorsa veut dire, c'est un mot arabe qui veut dire honte, la nouvelle honte. Tandis que les Français aussi ont voulu bombarder une ferme terroriste dans la Bekaa et ils y ont tué une chèvre. Voilà ce qui est arrivé. Cela se voit que c'était de la tragique, c'était une tragédie, je ne dirais pas une tragicomédie parce qu'il y avait beaucoup de morts et surtout qu'ils ont tué leurs propres soldats. Ce qu'on appelle en américain false flag operation, que nous commençons à voir, dont l'État islamique serait une false flag operation. Voilà, maintenant, donc le Hezbollah a commencé à grandir, le Hezbollah a dérangé les Israéliens. Il les a chassés en 2000 du sud. En 2000, ils se sont vus obligés de quitter. Ouais. Et déjà, on a voulu donner l'ordre à l'armée libanaise d'attaquer le Hezbollah et de le désarmer alors qu'il était encore très jeune et très faible encore. Ouais. Malheureusement pour eux, heureusement pour le Liban, il y avait comme commandant de l'armée le général Émile Lahoud. Et le général Émile Lahoud a refusé les ordres. Alors ils sont tous partis en chœur l'accuser chez Hafez el-Assad. Il y avait Razi Kanaan, le Syrien, il y avait le président Hariri, il y avait le président de la République, il y avait aussi, enfin, tout le monde, il y avait aussi comment il s'appelle, le vice-président de Hafez el-Assad, son nom ne me revient pas, qui était aussi en France plusieurs fois, allié avec les Français. Ce monsieur aussi est allé, tout le monde est allé raconter à Hafez el-Assad qui appelle le général Lahoud, qui en fait avait dit: nommer un général autre que moi je n'attaquerai pas les Libanais une résistance libanaise qui veut libérer ses maisons, ses terres. C'est d'ailleurs ce que nous avait raconté l'ancien président, donc Émile Lahoud, qui voilà. D'ailleurs est devenu président lorsque nous étions au Liban avec Jean-Michel Vernochet et voilà. Sylvain Durand. Alors, ils n'ont pas réussi parce que Hafez el-Assad connaissait le père déjà d'Émile Lahoud, lui a dit: tu ressembles à ton père. Et il est resté, et puis il est devenu président de la République, et il a été impossible d'utiliser l'armée contre le Hezbollah, qui a vaincu les Israéliens en 1996, qui a libéré le territoire en l'an 2000, qui les a revaincus en 2006. Et c'est pour cela qu'on l'a appelé terroriste, comme les nazis ont appelé les Français, les résistants français des terroristes. Et d'ailleurs, le président Émile Lahoud, à l'époque, après la guerre de 2006, avait reçu le secrétaire général du Hezbollah, Hassan Nasrallah, pour l'honorer et le remercier pour son acte de résistance. Il faut dire qu'à ce moment-là, le Liban a payé vraiment très cher parce qu'ils nous ont détruit toute notre infrastructure. Ils en ont profité pour détruire tout et pour nous endetter encore aux Saoudiens. Justement, ils nous ont volé et maintenant ils disent qu'ils ne veulent pas nous donner de l'argent. D'ailleurs, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut préciser, c'est que cette guerre de 2006, provoquée par les Israéliens, était une guerre qui avait été préparée dès 2000, c'est-à-dire dès lors que le Hezbollah a chassé Israël du sud Liban, les Israéliens ont commencé à préparer cette nouvelle offensive. D'ailleurs, ce sont des militaires, des experts israéliens qui l'ont déclaré eux-mêmes. Ce que je dis est fondé sur des documents qui sont d'ailleurs rapportés par John Mearsheimer et Stephen Walt.
Et il disait, le chef d'état-major israélien de l'époque disait, nous allons faire payer la population libanaise. Et alors qu'entre 2000 et 2006, d'ailleurs un militaire israélien disait, le Hezbollah est réglé comme une horloge, tous les 2 mois, il y a des escarmouches, ils nous tirent dessus, ils kidnappent des soldats israéliens, et pareil dans l'autre sens, c'est-à-dire que au sud Liban, il y avait régulièrement des escarmouches entre le Hezbollah et l'armée israélienne, et que ça a été utilisé comme un prétexte en juillet 2006 pour déclencher cette guerre. C'était un pur prétexte, Oui, oui. parce que le Hezbollah avait, une fois encore, kidnappé des soldats israéliens. Il fallait se débarrasser du Hezbollah. Parce qu'il fallait, avant de se débarrasser du Hezbollah, de se débarrasser du Liban. Oui. C'est le Liban, après l'Union soviétique, pour Israël, c'est le Liban qui doit être détruit. Parce que c'est un pays démocratique et partageant le pouvoir entre 18 communautés confessionnelles, ethniques, culturelles. Nous avons appris à parler le français avant d'apprendre l'arabe. Nous avions notre langue libanaise, mais l'arabe, on l'a étudié à l'école. À l'école, on étudiait l'arabe comme une langue. Tout était en français. Donc, et le Liban, c'est le centre des chrétiens du Moyen-Orient. Une fois que le Liban est éliminé, les chrétiens du Moyen-Orient, qui sont en fait le ciment, qui a créé toutes les, disons, tous les partis, toutes les idéologies arabes laïques, si ce n'est les chrétiens d'Orient. En fait, parmi les Palestiniens, disons, les organisations les plus fanatiques pour la Palestine, c'était des organisations chrétiennes. D'ailleurs, je peux abonder dans votre sens en citant par exemple en 1905 l'écrivain chrétien palestinien Nejib Azouri, qui déjà voyait dans le projet sioniste, en 1905 le foyer juif n'avait pas été encore créé, il disait que ce projet sioniste qui a pour but de recréer l'ancien royaume d'Israël, il avait vu juste, oppose la nation arabe, donc quand il parlait de nation arabe, il parlait des arabes chrétiens et musulmans, aux juifs sionistes, et il dit cet affrontement débouchera sur, sur des conséquences qui toucheront l'humanité tout entière. Il faut ajouter à cela qu'en 1918, donc lorsque le foyer national juif est en passe d'être créé à la fin de la Première Guerre mondiale, il y a des comités islamo-chrétiens palestiniens qui sont créés. Au début des années 1920, ces comités islamo-chrétiens, qui étaient les principales organisations politiques palestiniennes, manifestaient contre le projet sioniste. Donc dès le départ, le projet sioniste, les Israéliens, foyer national juif, avaient pour but de séparer les chrétiens et les musulmans, qui étaient alliés, là, pour le coup, contre le projet sioniste. D'où le projet de créer un État chrétien ami au Liban. Ouais. C'était une façon de détacher les chrétiens et les musulmans. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui que ceux qui ont défendu, par exemple, le village dont j'ai parlé, le village de Ma'aloula, le dernier village où on parle encore l'araméen, c'est le Hezbollah et l'armée syrienne qui sont... Le Hezbollah, qui est une organisation de musulmans chiites, et l'armée syrienne, qui est majoritairement sunnite. On a vu aussi, dans le début des années 1920, en même temps qu'il y avait les manifestations des comités islamo-chrétiens, en Irak, des organisations sunnito-chiites, donc musulmanes. On voyait les chiites et les sunnites alliés contre l'occupant britannique. Donc le projet des Britanniques, mais plutôt des Israéliens in fine, ça sera de systématiquement provoquer des guerres ethno-confessionnelles en séparant ces communautés qui étaient au départ alliées. Les sunnites et les chiites, les chrétiens et les musulmans. Malheureusement pour eux, et d'ailleurs tu l'as écrit dans ton livre Occident et Islam, il y a eu ce qu'ils ont créé, ces guerres qu'ils ont créées. Le Hezbollah est sorti
de gens qui étaient une minorité. Dans les pays arabes, surtout au Liban, ils étaient minoritaires. Maintenant, ils ne le sont plus. Ils sont encore la plus grande minorité, mais ils sont une minorité. Ils sont une minorité en Syrie et au Liban et en Palestine, entourés de sunnites. Et justement, maintenant, ce sont eux qui ont sorti la force qui a vaincu l'armée invincible qui a battu tous les pays arabes ensemble. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, le fait d'avoir voulu diviser les Libanais et faire une guerre civile libanaise a provoqué un rapprochement. Maintenant, j'ai avec moi parmi mes correspondantes la fille d'un premier ministre libanais, Yafi, qui est complètement anti-saoudienne et avec le Hezbollah. Tu as maintenant déjà un rapprochement. Maintenant, je me sens syrien. Je ne le dis pas comme... mais je me sens syrien parce que nous sommes dans le même bain. Nous sommes en train de faire le même combat. C'est fini, ils ont raté. Et déjà aussi, quand ils ont créé toutes ces histoires, déjà les Irakiens se sentent proches des Syriens. De même, on ne peut plus empêcher cet axe chiite dont on parle. Mais ce n'est pas un axe chiite, c'est un axe de la résistance. Axe de la résistance. À tous ces plans israélo-américains, je mets l'Amérique, elle est responsable là-dedans, parce que d'abord, elle a commencé par vouloir faire sauter l'Union soviétique en nous détruisant. Alors maintenant qu'on puisse appeler le Hezbollah terroriste parce qu'il combat l'envahisseur, qu'il soit un envahisseur israélien ou un envahisseur djihadiste terroriste venant de tous les pays d'Asie et d'Europe et d'Afrique, de partout. Ils sont en train de venir attaquer la Syrie de partout et en plus... Ils sont sur la frontière syro-libanaise, ils ont essayé d'attaquer le Liban, ils sont à l'intérieur du Liban, et en plus, ils sont même dans les camps palestiniens, parce que pour moi, je regrette, mais le Hamas, pour moi, est encore manipulé par les Israéliens. C'est quand même les frères musulmans, le Hamas. Oui, d'ailleurs, alors pour préciser votre propos, il faut, je pense qu'il faut distinguer. En fait, dans le Hamas, il y a plusieurs Hamas, mais pour aller vite, le chef du Hamas qui était basé à Damas, le chef de Hamas, donc, en 2011, lorsque la guerre civile éclate, et ce chef du Hamas trahit le gouvernement syrien et va s'installer au Qatar. Ouais. Et dans la même période où l'émir du Qatar à l'époque, donc en 2011, se rend à Gaza et offre 300 millions de dollars au Hamas à Gaza. Alors, et lorsqu'il y a eu la fameuse guerre israélienne en 2009, plomb durci, et les Israéliens se sont attachés à tuer tous les chefs du Hamas qui étaient pro-iraniens et à laisser vivre les chefs du Hamas qui étaient pro-saoudiens et qataris. Khaled Meshal. Khaled Meshal, oui. Alors, ça ne s'arrête pas là. En fait, si on voit justement, que ceux qui ne croient pas m'excusent, mais on a fait toute la campagne par les médias, par le mensonge. On a créé l'Internet pour pouvoir contrôler le monde entier. Et on a utilisé l'argent pour contrôler tous les pays de l'OTAN, sans oublier le Liban aussi, sans oublier maintenant même le Sisi égyptien, on ne sait pas avec qui il est, parce qu'il a besoin de l'argent saoudien. Donc, c'est ce contrôle de l'argent, c'est maman, le mensonge, c'est l'arme du démon.
le mensonge global. D'ailleurs, j'ai écrit un livre qui s'appelle Le mensonge global. Je crois que là, tu verras la campagne. Tu pourras lire la campagne qui a été faite, la guerre de 2006 et 2007, 2006 surtout, et comment ils ont été vaincus. Mais maintenant, je suis convaincu que ça va rapprocher les Arabes les uns contre les autres. Je regrette pour la famille royale saoudite, moi je pense qu'elle va sauter, je ne sais pas quand, mais d'ici quelques années, tout au plus, parce que la population ne peut plus supporter. Pour conclure, je voudrais citer le général Wesley Clark, qui était l'ancien chef suprême de l'OTAN en Europe, et qui a déclaré sur CNN en avril 2015 que Daesh a été créé à l'initiative de nos alliés, c'est-à-dire Israël, pour détruire le Hezbollah. Ce qui confirmait d'ailleurs mon analyse sur Daesh, qui a pour rôle, lui, l'armée syrienne libre, frères musulmans, les terroristes qui agissent en Syrie, Al-Nusra et autres. Leur objectif, c'est bien sûr de détruire la Syrie, l'armée syrienne, mais aussi et surtout démanteler, détruire le Hezbollah, qui reste un verrou au nord d'Israël, un verrou à l'expansion israélienne. Après avoir déclaré que 2 semaines ou 1 semaine après le 9 septembre 2001, le 11 septembre 2001, il était passé à l'état-major des États-Unis, au Pentagone, et là son ancien subordonné, est venu le rencontrer dans les couloirs en lui disant « Déjà, nous avons planifié, ça prend des mois si ce n'est des années, l'attaque contre 7 pays arabes, 7 pays, dont l'Iran, la Syrie, le Liban, l'Égypte, etc., la Libye, etc., etc. » Donc, et c'est ça la question, comment, d'abord, si c'était déjà planifié, est-ce que le 11 septembre, comme beaucoup le disent, était un false flag operation? Ça, c'est la première chose. Et ensuite, c'est une année, le 11 septembre, c'est une année après que les Israéliens aient quitté le Liban. Oui. Est-ce que ça a été préparé parce qu'on a échoué au Liban et qu'il fallait tout détruire pour pouvoir se débarrasser de ce pays qui ne veut pas mourir? Alors ça, je l'ai abordé dans le 4e chapitre de mon ouvrage, qui est sur la géopolitique sioniste et israélienne. C'est un plan qui remonte à loin, et je le fais remonter. Là, j'ai cité Ben Gourion, j'ai aussi cité Ben Gourion dans les années 30, en 1937. Mais ce qui s'est passé à partir de 2001, à partir des attentats du 11 septembre, l'Afghanistan, l'Irak, etc., est un plan israélien dont j'ai parlé, qui est le plan Oded-Yinon. Et lorsque l'on voit les guerres lancées par les États-Unis à partir de 2001, ça suit pas à pas le plan israélien, le plan Oded-Yinon. Et j'ai montré dans mon ouvrage, en m'appuyant sur des documents et d'autres recherches, que le lobby en fait pro-israélien aux États-Unis, dirigeant la politique étrangère américaine, fait appliquer à la puissance américaine le plan israélien, le plan Oded-Yinon, qu'on a mis ensuite sur le dos des néoconservateurs en 2002, qui s'appelle le plan pour le Grand Moyen-Orient. En réalité, le plan pour le Grand Moyen-Orient néoconservateur américain est une actualisation du plan Oded-Yinon. D'ailleurs, ce qu'il faut dire, c'est que le noyau dur, ça c'est pas moi qui le dis, c'est John Mearsheimer et Stephen Holt, les 2 grands universitaires américains, le noyau dur du néoconservatisme américain est juif. Mais aussi, si tu penses qu'avec ce qui va se passer maintenant, déjà on a 2 personnages qui vont se battre aux États-Unis, c'est-à-dire Hillary Clinton et Trump, normalement, 2 très proches d'Israël et du plan israélien. Donc maintenant, ils ont réussi, les Israéliens, à mettre leurs gens à la Maison-Blanche, et ça va continuer. Et déjà, nous avons maintenant toute cette immigration qui vient du Moyen-Orient et de l'Afrique, parce qu'on a ouvert toutes les portes et on commence à les chasser de partout.
pour qu'ils rentrent en Europe. Donc c'est le plan du combat entre islam et christianisme, ou entre Occident et islam que tu as écrit dans ton livre. Que les rabbins appellent la Grande Guerre entre Ishmaël et Édom. Ishmaël, c'est le monde musulman, et Édom, pour le retour chrétien. du royaume d'Israël, ou pour l'arrivée du royaume d'Israël, avec un Israël qui doit contrôler tout le Moyen-Orient, du Nil jusqu'à l'Euphrate. J'ai montré dans mon ouvrage que cette stratégie du choc des civilisations, théorisée par Bernard Lewis, qui est un juif sioniste détenteur des nationalités israéliennes, britanniques et américaines, donc cette théorie qu'il appelle théorie, qu'il a élaborée en 1957, je l'ai expliqué, vient d'une lecture eschatologique, kabbalistique et messianique, profondément religieuse, qui a été actualisée, qu'il a habillée d'un habillage scientifique et athéiste. Mais en réalité, le fond du projet est religieux. Et pour en revenir aux vagues migratoires qui arrivent en Europe et qui sont, d'après les services secrets autrichiens financés par la CIA, mais aussi le grand banquier juif américain George Soros, lorsqu'on voit comment s'est déclenchée la guerre civile au Liban en utilisant les réfugiés palestiniens, on peut en effet se demander si les vagues migratoires envoyées, poussées vers l'Europe, ne seront pas utilisées à terme comme un moyen de déclencher une ou des guerres civiles en Europe, comme ils l'ont fait au Liban. Ça, pour moi, personnellement, j'en suis sûr. C'est ça le plan. Maintenant, il faudrait que les Européens comprennent avant de tomber dans le même problème que le Liban. Le même piège. Le même piège. Je pense qu'on peut conclure là-dessus. Merci, colonel. Merci à toi.